Il y a des objets qui, lorsque tu les vois, te transportent immédiatement dans le passé. Des choses que tu as touchées une fois, que tu utilisais chaque jour, qui faisaient partie de ta routine sans que tu te rendes compte qu'un jour, elles disparaîtraient complètement. Dans les prochaines minutes, nous allons nous souvenir ensemble de 12 objets que seuls ceux qui ont vécu les années 80 peuvent vraiment comprendre. Des objets aujourd'hui disparus, oubliés, rangés dans un tiroir de la mémoire, mais qui, à leur époque, faisaient des parties essentielles de notre vie. Prépare-toi pour un voyage nostalgique qui te fera sourire et peut-être même soupirer un peu. Numéro 12, le Walkman. C'était la liberté dans ta poche. Ce petit lecteur de cassettes portable que Sony a popularisé dans les années 80 a révolutionné notre façon d'écouter de la musique. Pour la première fois, tu pouvais emporter ta musique préférée partout avec toi, au parc, dans le bus, en marchant dans la rue. Et même si cela semble évident aujourd'hui, à l'époque, c'était magique. Le Walkman avait son rituel. Tu insérais la cassette avec soin, tu fermais le couvercle avec un clic satisfaisant, tu mettais les écouteurs en mousse orange ou noire, tu appuyais sur play et le monde autour de toi changeait. Il avait ses limites, bien sûr. Pour changer de chanson, il fallait avancer ou rembobiner manuellement. Les piles s'épuisaient au pire moment et, si tu marchais trop vite, la musique sautait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Numéro 11. Le téléviseur à bouton rotatif. Avant la télécommande universelle, avant les écrans tactiles, il y avait le téléviseur à boutons. Ces gros boutons circulaires que tu tournais pour changer de chaîne faisaient entendre un clic-clic-clic mécanique qui résonnait dans toute la pièce. Chaque chaîne avait sa position physique, son numéro gravé sur le cadran. Changer de chaîne était un acte physique. Il fallait se lever du canapé, marcher jusqu'au téléviseur et tourner la molette. Et si la réception n'était pas bonne, tu tournais le bouton avec précaution pour trouver ce point précis où l'image devenait stable. Souvent, tu devenais toi-même l'antenne humaine. Il suffisait de toucher le bouton pour que le signal s'améliore miraculeusement. C'était inexplicable, mais réel. En plus des molettes pour les chaînes, il y avait celle du volume, de la luminosité et du contraste. Tout était manuel, tout demandait ton intervention directe. Il n'y avait pas d'automatisation, pas de mémoire de configuration, et curieusement, cette interaction physique nous reliait davantage à l'appareil. On le connaissait, on savait ses caprices, ses faiblesses. Numéro 10. Les timbres et l'affranchissement postal. Écrire une lettre, la mettre dans une enveloppe, y coller un timbre et la déposer dans une boîte aux lettres était la seule manière de communiquer par écrit avec quelqu'un de loin. Les timbres étaient de petites œuvres d'art, dessins commémoratifs, personnages historiques, paysages du pays. Les collectionner était un véritable passe-temps, mais au-delà de leur beauté, ils représentaient quelque chose de fondamental, le coût tangible de la communication. Chaque lettre avait une valeur, un prix réel que tu devais payer, et cela rendait chaque message important. On n'écrivait pas des banalités par courrier, on choisissait ses mots avec soin, sachant que la lettre mettrait des jours, voire des semaines, à arriver. Le rituel consistait à aller acheter des timbres, les coller soigneusement dans le coin supérieur droit de l'enveloppe, s'assurer que l'adresse était complète et lisible, puis lâcher la lettre dans la boîte avec l'espoir qu'elle parvienne à destination. Tout cela est incompréhensible aujourd'hui. Maintenant, on envoie un email ou un message en 2 secondes, gratuitement, instantanément. Mais on a perdu cette cérémonie, cette patience, ce respect de la communication que les timbres et les lettres nous enseignaient. Numéro 9, le téléphone à cadran rotatif. Ce disque percé de 10 trous numérotés de 0 à 9 était ton portail de communication. Tu plaçais ton doigt dans le trou correspondant, tu faisais tourner le cadran jusqu'à la butée, puis tu le laissais revenir à sa position avant de composer le chiffre suivant. C'était un processus lent, délibéré, presque cérémoniel. Composer un long numéro demandait de la patience. Et si tu te trompais au dernier chiffre, il fallait raccrocher et recommencer depuis le début. Pas de touches effacées, pas de mémoire rapide. Chaque appel exigeait ton attention totale. Le plus beau, c'était le son, ce cliquetis régulier du cadran qui revenait en place après chaque chiffre. C'était la musique de l'ère analogique. Et quand enfin tu entendais la tonalité de l'autre côté, la satisfaction était réelle. Tu avais établi la connexion de tes propres mains. Numéro 8, l'antenne en oreille de lapin. Ces 2 tiges métalliques en forme de V qui couronnaient le téléviseur étaient essentielles pour recevoir le signal.
Les antennes, affectueusement appelées oreilles de lapin, nécessitaient des ajustements constants pour capter les chaînes correctement. C'était presque un art. Tu bougeais une tige vers la gauche, l'autre vers le haut, tu les étendais complètement ou les rapprochais, testant différentes positions jusqu'à ce que l'image cesse de grésiller, jusqu'à ce que les lignes disparaissent. Et quand tu trouvais enfin la position parfaite, il fallait rester immobile, car le moindre mouvement déréglait tout. Souvent, un membre de la famille devenait l'ajusteur officiel de l'antenne, celui ou celle qui avait le toucher magique, qui savait exactement comment positionner les tiges. Et pendant les retransmissions importantes, comme un match de football ou la finale d'une série, tout le monde dans la maison retenait son souffle pour ne pas perturber le réglage délicat. Numéro 7. Le rouleau de pellicule photo. Ce petit cylindre en métal ou en plastique qui contenait la pellicule photographique était précieux. Chaque rouleau avait 12, 24 ou 36 poses. Cela signifiait que tu ne pouvais prendre qu'un nombre limité de photos avant de devoir changer de film, et chaque photo comptait. Charger la pellicule dans l'appareil était tout un procédé. Tu ouvrais le dos de l'appareil à l'ombre pour ne pas voiler le film, tu insérais le cylindre dans son compartiment, tu faisais passer la pellicule dans les guides jusqu'à ce qu'elle s'accroche au rouleau récepteur, tu refermais le capot et tu faisais avancer 2 vues blanches. Si tu te trompais, tu pouvais perdre tout le rouleau. Et quand tu avais enfin terminé les 36 clichés, tu rembobinais manuellement la pellicule, tu la retirais avec soin et tu la portais à développer. Ce petit cylindre contenait des semaines, parfois des mois de souvenirs, gardés en négatif, en attente d'être révélés. Numéro 6. Le réveil à ressort avec clochette. Ce réveil mécanique rond, avec 2 petites cloches sur le dessus et un petit marteau au milieu, était ton alarme du matin. Il n'avait pas d'option de mélodie douce, ni de volume progressif. Quand l'heure programmée arrivait, il explosait littéralement dans un vacarme assourdissant qui te faisait bondir hors du lit. Tu le réglais en tournant manuellement les aiguilles jusqu'à l'heure désirée, puis tu lui donnais de la corde avec la clé à l'arrière. Ce son de clic, clic, clic pendant que tu enroulais le ressort faisait partie du rituel du soir. Il fallait bien doser. Trop peu de cordes, et le réveil s'arrêtait pendant la nuit, donc pas d'alarme le matin. Et quand il sonnait, impossible de l'ignorer. Il n'y avait pas de bouton snooze. Il sonnait, encore et encore, jusqu'à ce que tu l'éteignes physiquement. Et pour ça, il fallait appuyer sur le bouton du dessus, ce qui te forçait à être complètement réveillé. Un système brutal, mais terriblement efficace. Numéro 5. Les disques vinyles 45 tours. Plus petits que les LP traditionnels, les disques 45 tours contenaient généralement 2 chansons, une de chaque côté. Ils étaient parfaits pour les singles, ces morceaux que tu entendais à la radio et que tu voulais absolument avoir chez toi. Leur trou central était plus grand et il fallait parfois un adaptateur spécial pour les écouter. Acheter un 45 tours était une expérience complète. Tu allais dans le magasin de disques, tu feuilletais les pochettes, tu demandais les nouveautés, et quand enfin tu trouvais celui que tu cherchais, tu le ramenais fièrement à la maison comme un trophée. Tu le sortais de sa pochette en papier, tu admirais l'éclat du vinyle noir sous la lumière, tu le nettoyais délicatement avec un chiffon avant de le poser sur la platine. Tout était rituel. Et le son, cette chaleur analogique, cette texture unique que le vinyle donnait à la musique, avec ses petits crépitements et ses pops, ajoutait du caractère. Oui, parfois il se rayait, parfois il sautait, mais même cela faisait partie de l'expérience. Numéro 4. La machine à écrire portable. Cet appareil mécanique aux touches rondes qui demandait une vraie pression pour fonctionner était ton processeur de texte. Pas d'écran, pas de fonction annulée, pas de correcteur automatique. Chaque touche frappait directement le papier à travers un ruban ancré, laissant une marque permanente. Écrire à la machine demandait une concentration totale. Il fallait penser à chaque mot avant de le taper, car corriger une erreur était compliqué. Tu utilisais du correcteur liquide blanc que tu laissais sécher avant d'écrire dessus, ou une bande correctrice que tu pressais sur la faute pour la masquer. Mais aucune méthode n'était parfaite. Les erreurs se voyaient toujours. Le son était inoubliable, le clac, clac, clac rythmique des touches, la petite clochette quand tu arrivais au bout de la ligne, le bruit du chariot qu'on ramenait vers la gauche. C'était une musique mécanique qui remplissait la pièce. Numéro 3, le projecteur de diapositive. Ces petites photos montées dans des cadres en carton ou en plastique se projetaient sur un écran ou un mur blanc à l'aide d'un appareil spécial. Les soirées familiales de visionnage de diapositives de vacances étaient de véritables événements sociaux. On éteignait les lumières,
On allumait le projecteur et la magie commençait. Chaque diapositive avançait manuellement avec un clic mécanique, et pendant que l'image s'affichait en grand sur le mur, quelqu'un racontait l'histoire derrière la photo. Là, c'est quand nous sommes allés à la plage. Ici, ce sont tes grands-parents quand ils étaient jeunes. Les diapositives étaient rangées dans des boîtes spéciales ou dans des carrousels circulaires qu'on insérait dans le projecteur. Ce qui rendait les diapositives spéciales, c'était la qualité et la taille de l'image projetée. Voir une photo agrandie à 1,5 m de large dans ton salon, c'était impressionnant. Les couleurs étaient vives, les détails nets. C'était comme avoir son propre cinéma privé de souvenirs familiaux. Numéro 2. Le magnétophone à cassette avec micro intégré. Cet appareil était bien plus qu'un simple lecteur de musique. Il avait un microphone intégré qui te permettait d'enregistrer ta propre voix, de créer des messages, de faire des interviews ou simplement de jouer au présentateur radio. C'était le premier studio d'enregistrement domestique que beaucoup d'entre nous ont connu. Tu appuyais simultanément sur les boutons record et play, tu rapprochais ta bouche du micro et tu commençais à parler. On enregistrait des messages pour la famille éloignée, on inventait des émissions de radio, on chantait nos propres chansons. Et ensuite, on rembobinait la bande pour écouter sa propre voix, avec ce mélange d'étonnement et de gêne. Alors c'est comme ça que je sonne. La magie, c'était l'immédiateté. Pas besoin de matériel professionnel, ni de connaissances techniques. Il suffisait d'appuyer sur des boutons. Et voilà, tu créais du contenu audio. Beaucoup d'enfants des années 80 ont découvert ainsi leur passion pour la radio, la musique ou le journalisme. Numéro 1. Le réveil digital à chiffres rouges. Ce réveil qui restait sur ta table de nuit, avec ses chiffres rouges formés de segments lumineux, était bien plus qu'un simple indicateur de l'heure. C'était ton compagnon nocturne, ta référence constante, ton lien avec le temps dans l'obscurité totale. Les chiffres, composés de 7 segments LED, avaient cette esthétique futuriste qui, dans les années 80, symbolisait la modernité. Tu le réglais manuellement avec de petits boutons sur le dessus ou à l'arrière. Il fallait un vrai savoir-faire pour le remettre à l'heure, surtout après une coupure de courant, quand il clignotait 12 heures sans arrêt. Agaçant rappel qu'il fallait tout reprogrammer. Certains modèles avaient une fonction alarme, d'autres affichaient aussi la date. Ce qui rendait ces réveils spéciaux, c'était leur présence constante. Dans l'obscurité totale de ta chambre, ces chiffres rouges flottaient comme un phare. Quelle que soit l'heure, il suffisait d'ouvrir les yeux. L'information était là, claire, brillante, toujours disponible. Pas besoin d'appuyer sur un bouton ni d'activer un écran. Il était toujours allumé, toujours vigilant. Et voilà comment étaient les objets qui peuplaient notre vie dans les années 80. Chacun avait une fonction précise. Chacun exigeait notre participation active. Il n'y avait pas d'automatisation, pas d'intelligence artificielle pour anticiper nos besoins. C'était nous qui contrôlions les objets, pas l'inverse. Les objets des années 80 nous ont appris la patience. Ils nous ont appris à prendre soin de ce que nous avions. Ils nous ont appris que les choses précieuses demandent de l'effort. Et même si je ne troquerais pas le confort moderne pour rien au monde, il m'arrive de regretter cette simplicité compliquée, cette technologie que l'on pouvait comprendre entièrement. Car au fond, ces objets n'étaient pas que des outils. Ils faisaient partie de notre identité, de notre manière de voir le monde, de notre façon de vivre. C'était Monde Rétro, là où les objets du passé racontent les histoires du présent. Dis-nous dans les commentaires, lequel de ces objets t'a rendu le plus nostalgique? Lequel conserves-tu encore, quelque part chez toi? Lequel te manque le plus? Et si ce voyage dans le passé t'a fait sourire, partage-le avec quelqu'un qui a aussi vécu les années 80, car les souvenirs partagés sont ceux qui durent le plus longtemps. On se retrouve pour le prochain voyage dans le passé.